S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc nous sommes heureux, et tous nos voeux pour la nouvelle année, puisqu'on est encore au mois de janvier. Donc nous sommes heureux d'accueillir monsieur David Milly, qui est le directeur de l'OPCA Sud. Il va nous présenter un peu mieux que moi peut-être ce que c'est, mais c'est un peu le manager, je mets aussi beaucoup de guillemets, des pêcheurs, quoi. Du coin, voilà, c'est ça. Donc, chaque fois qu'on vient dans cette maison, on parle de poissons. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on était venus, il y avait Mickaël, il y avait Marie, non, comment elle s'appelait la pêcheuse Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie, la pêcheuse, voilà, la pêcheuse. La pêcheuse. Même là, vous me le ressortirez de temps en temps, comme ça, la pêcheuse. La pêcheuse, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Oui, donc, on va parler du merlu et du merlu de ligne. Et déjà, je vous donne un scoop qu'il y aura une fête nationale qui va s'accrocher à Saint-Jean-de-Luz, puisque je pense que ce n'est pas tout à fait officiel, mais le week-end du 14-15 avril, c'est-à-dire le week-end après Pâques, il y aura la grande fête du merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz. On vous en parlera plus longuement en temps utile. Voilà, c'est ça. Voilà. Tant que j'ai la parole et que vous êtes encore attentifs, là, nous nous retrouverons assez rapidement parce qu'on n'a pas fait la réunion début janvier parce que j'imagine que vous sortiez des libations de fin d'année. Bon, donc la prochaine réunion, et je vous le dis là, et ça sera mis en ligne ce soir, un peu comme l'année dernière, je vous en rappelais peut-être, puisque la prochaine réunion c'est le 6 février, un lundi. Et nous faisons la réunion à Brendos. Et donc, quand on va à Brendos, comme quand on va chez notre président, à Isabelle, eh bien, on paye d'avance. Et donc, je mettrai en ligne, je vous enverrai à tous le lien pour que vous puissiez payer. Et il y aura là aussi, il n'y aura que de la place que pour les 60 ou 70 premiers qui s'inscriront. Mais il faut, excusez-nous, il faut payer d'avance. Voilà, c'est ça. Donc, avec un lien PayPal comme d'habitude. Et puis dans le mail que je vous enverrai... Il y en aura un par couple au moins cette fois-ci. Il y en aura un par couple, il n'y a pas de problème. Le paiement. Voilà. Il y aura tout à fait. Oui. Dans le mail que je vous enverrai, je vous donnerai aussi toutes les principales dates qu'il y a d'ici les 3-4 mois à venir. Oui, attends, excusez-moi, pour le lien par couple, je précise que si vous cliquez sur le lien que vous recevrez par mail, vous ne pourrez payer, parce que techniquement, ce n'est possible que de payer par mail. Et pour payer par couple, il faudra aller sur le site de Slow Food, biciona.fr, où là, vous avez un bouton où vous pourrez payer par... D'accord ? Excusez-moi, je rentre dans la technique, mais... Voilà, c'est ça. Voilà. Dernier point, je fais un appel au peuple parce que nous innovons et nous organisons un nouveau marché. Vous avez en tête que nous organisons un marché le 3e samedi de septembre sur le port de Saint-Jean-de-Luz, donc j'y reviens pas. En 2012, on aura toujours ce marché, mais là nous innovons et le samedi 14 avril, nous aurons un marché qui se déroulera au CAT, c'est-à-dire le Centre d'aide par le travail d'Arbonne. Voilà, le CAT d'Arbonne, voilà, c'est ça. Et donc, même s'il pleut, les producteurs pourront être protégés. Donc, on va avoir le marché d'automne, on aura le marché de printemps. Donc, je cherche des volontaires pour s'engager. Voilà. Je donne la parole à David pour qu'il nous parle du merlu. Merci Henri. Bonsoir à tous. Donc comme l'a dit Henri, effectivement je dirige une coopérative maritime de pêcheurs qui s'appelle Cap-Sud, c'est-à-dire coopérative des artisans pêcheurs du Sud. Cette coopérative a le statut d'organisation de producteurs qui nous confère un certain nombre de missions dans le cadre de réglementations nationales et communautaires. On développe aussi un certain nombre de missions dans le cadre de la valorisation des produits de la pêche. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter un exemple de valorisation
qui est celle du merlu de ligne. Vous voyez en photo, alors ce ne sont pas des merlus, ce sont des dorades royales. Mais bon, j'ai pas eu le temps de changer la photo, sinon j'aurais parlé du merlu. Alors c'est une photo faite sous la criée, hein, il y a quelques années de ça. Alors brièvement, parce que je doute que ça vous intéresse beaucoup, le cadre réglementaire de l'activité. Donc il y a un certain nombre de règlements communautaires de l'Organisation commune des marchés pour ceux qui s'intéressent à ces règlements qui concernent la pêche, mais pas seulement la pêche. Bien sûr, les fruits et légumes sont aussi concernés par ces mêmes cadres réglementaires. Au niveau de la pêche, en France, ces organisations de producteurs ont aussi un rôle dans la gestion, ça c'est très important. C'est une activité qui nous fait nous consacrer beaucoup de temps dans l'année, c'est la gestion des permis de pêche et quotas de pêche, c'est-à-dire des droits à produire. Cap Sud gère à ce jour plus de 40 sous-quotas de pêche différents. Donc des quotas de pêche de merlu, de lotte, de cardine, de lieu jaune, d'anchois, de thon, de maquereau, etc. Donc c'est une activité de plus en plus contrôlée par les pouvoirs publics et qui consomme beaucoup de temps à la coopérative. Alors nous sommes 4 dans cette coopérative, tous basés à Cibourg, sur le port de pêche. Ces missions consistent, il y a 3 grands types de missions. Tout d'abord des missions qui sont des missions d'application de normes communes de commercialisation, c'est-à-dire qu'on fait appliquer en criée une classification du produit en qualité, en taille, en espèces. Alors c'est pas un travail facile, les qualités sont relativement bonnes et c'est vrai qu'on n'a pas trop de soucis de classification au niveau de la qualité, tout du moins en criée. Par contre au niveau des espèces, il faut savoir qu'il y a plus de 100 espèces différentes qui transitent par les criées. C'est vrai aussi à Saint-Jean-de-Luz, où on trouve une variété de produits très importante malgré la taille du port qui est relativement modeste, puisque vous êtes ici près d'un port de pêche qui se situe à peu près dans le milieu de classement dans les ports français. Enfin, la criée se situe dans le milieu de classement des criées françaises, à la 18e place environ sur 40 et quelques criées. On garantit un certain nombre de services aux pêcheurs, dont quelque chose qui est très important pour eux, c'est la garantie de prix minimum. C'est-à-dire qu'on assure aux pêcheurs un prix minimum, on leur garantit un prix minimum en criée, en fonction des espèces, en fonction des tailles, en fonction des qualités. Donc c'est un peu l'assurance prix aussi du pêcheur, l'organisation de producteurs. On planifie la production, notamment par rapport au marché et par rapport aux quotas de pêche, c'est-à-dire on fait en sorte, quand c'est possible, c'est un exercice difficile, mais de pêcher au moment où ça se vend le mieux, sachant que les pêcheurs, les contraintes de météo, de saison, de passage migratoire des poissons, ces facteurs font qu'ils ne sont pas toujours à même de pouvoir pêcher au moment où ça se vend le mieux. Donc on peut avoir des moments où on va pêcher beaucoup, et malheureusement le marché est assez peu porteur à ces moments-là. Donc c'est là où la notion de prix minimum est importante pour le pêcheur, puisqu'il peut y avoir des problèmes de surproduction et des problèmes de prix assez bas. Les autres opérations, et c'est là que je vais plus particulièrement développer, les opérations de valorisation. Donc c'est tout ce qui est assurance qualité, marque, label, etc. Donc avant d'aborder les labels, je vous parle de ce qu'est la région en termes de pêche. Enfin la région, quand je dis la région, c'est disons de Cap-Breton à Hendaye, puisqu'on a sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques 4 ports de pêche, dont Saint-Jean-de-Luz qui est le principal. Et vous avez aussi, en partant du nord, en allant vers le sud, vous avez Cap-Breton, qui compte tout de même une petite vingtaine d'unités de pêche entre 8 et 12 mètres, et qui pratique le filet pour pêcher différentes espèces, la sole en particulier, le bar, rouget, merlu, quelques baudrois également, qu'on appelle encore la lotte. Vous avez ensuite, après Cap-Breton, Bayonne. Vous trouvez quelques unités qui, comme Cap-Breton, vendent une partie de leur production directement aux consommateurs, par le biais d'étals de vente directe. Donc vous en avez, c'est très développé à Cap-Breton. C'est un peu moins développé à Bayonne, il y a moins de pêcheurs à Bayonne. Il y a 5 ou 6 unités qui travaillent à partir du port de Bayonne. Filayeurs aussi, petits bateaux, 10 à 12 mètres. Ensuite, vous avez le port de Saint-Jean-de-Luz, où là, vous retrouvez un peu tous les métiers de la pêche artisanale, mais aussi bien du filet, du chalut,
de la Seine, qu'on appelle ici la bolinche, pour pêcher des petits poissons pélagiques, chinchards, sardines, anchois, voire du maquereau. Et puis tous les métiers de la ligne, où Saint-Jean-de-Luz est assez spécifique là-dessus, puisque vous avez des métiers de ligne qui sont uniques en France, hein, qu'on trouve que sur ce port, notamment la ligne à Merlu et la ligne à Thon Rouge. Donc il y a deux grosses spécialités à Saint-Jean-de-Luz, unique en France, qui est la ligne à Merlu, que je vais développer plus tard, et le thon rouge pêché à la canne. Alors le merlu de ligne, en quoi c'est une production spécifique au port? Tout d'abord, c'est une flottille artisanale, unique en France, d'une douzaine de navires. Alors il y en a un peu plus maintenant, il y en a 13, 14 si on compte ceux qui font ce métier-là en saison, et pas toute l'année. Ils font tous moins de 12 mètres, ils pratiquent donc un engin qu'on appelle la palangre, donc on dit la ligne, mais en fait plus techniquement c'est une palangre. Donc vous avez un dessin de palangre au milieu de la carte marine. Donc c'est assez facile à comprendre, hein. Vous avez donc deux flotteurs pavillons qui balisent la palangre, hein, qui touchent le fond par une succession de poids et de flotteurs. Donc votre ligne, elle travaille en zigzag. Et vous avez donc je vais vous montrer, vous avez des avançons, enfin des bas de ligne, hein, si vous préférez, pour ceux qui pêchent à la ligne, avec donc munis d'hameçons. Alors c'est environ 1500 hameçons qui sont filés, mouillés chaque jour par une même unité de pêche et qui sont relevés quelques heures plus tard. Donc en fait la ligne est mouillée très peu de temps pour obtenir un poisson, vous le verrez, encore vivant et de très très bonne qualité. Alors c'est le dessin de la palangre est calqué sur la zone de pêche, hein. Au fond vous avez une carte marine et la zone du dessin correspond à peu près à la zone de pêche, c'est-à-dire une zone qu'on appelle le gouffre de Cap-Breton. Là aussi c'est un lieu géographique au niveau de l'océan Atlantique qui est assez particulier. Hein, on en trouve, cette configuration des fonds marins se rencontre à très peu d'endroits dans l'océan, c'est-à-dire vous avez une zone très profonde, très près de la côte. Vous avez une fosse qui démarre à quelques centaines de mètres du bord de la plage de Cap-Breton. Donc la fosse commence ici au moment où les isobates, c'est-à-dire les lignes de profondeur équivalentes, se resserrent. Donc là la pente est très très forte pour obtenir des fonds très vite de 200 mètres ici, 100 mètres ici. Là vous avez 50 ou 60 mètres déjà, très près du bord. Et les bateaux pêchent dans des fonds de 100, 150, voire un peu plus de 200 mètres. La zone de prédilection du merlu. C'était la fosse de l'Encenador. C'est ça, oui. On appelle gouffre de Cap-Breton, fosse de Cap-Breton, mais tout ça, ça désigne le même site. Quelle est la longueur d'une palangre? À la longueur, je ne peux pas vous dire quelle place ça occupe. Le nombre d'hameçons, je vous l'ai dit, mais la longueur, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai pas cette réponse. Combien, vous dites? Je sais pas, ce ne sont pas des kilomètres. Ah non, c'est pas des kilomètres. Non. Les Japonais ou les trucs. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, mais les Japonais, kilomètres. ça va être plutôt de l'ordre de 10 000 hameçons et des hameçons espacés. La palangre japonaise, c'est une palangre déjà de surface ou de pléno et qui est destinée à pêcher des poissons, des gros pélagiques, du thon, de l'espadon, voire du requin. Là, on est sur des palangres de fond et des petites palangres de fond. C'est complètement différent. C'est une palangre qui va pêcher 98% de merlu. C'est des palangres qui sont appâtées avec des sardines, des petites sardines, alors fraîches ou congelées, mais pour plus de praticité, elle est congelée en général. De très bonne qualité, hein. Le prix de l'appât pour pêcher le merlu, c'est très très cher. C'est autour de 2,50 € le kilo de sardines. Donc, quand vous en mettez 1500, bon, c'est un budget. Dans les frais de fonctionnement de ces unités-là, c'est le poste le plus important. Et malheureusement, le prix de l'appât est en train de monter. Et tous les ans, c'est un peu plus cher. Alors que je vous en parlerai tout à l'heure, mais le prix du merlu, au contraire, même à la ligne, tendance à s'effondrer, à s'effriter, à s'éroder un peu plus tous les ans. Il y a des éléments d'explication, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors au niveau de quelques chiffres, pour vous situer un peu ce qu'est cette production de merlu, c'est un peu moins de 200 tonnes. Alors là vous avez des chiffres 2010, 140 tonnes, 6 €. 2011 c'est plutôt 180, 190 tonnes pour un peu plus de 5 €. Alors quand je vous dis 5 €, c'est le prix de départ, le prix payé aux pêcheurs, le prix brut.
sachant que vous retirez les quelques taxes criées, le pêcheur va toucher à peu près 9-10% de moins que les 5 euros. Donc vous voyez à peu près le prix de départ de ce produit. Ensuite, bon, poissonnier, marailleur, le transport amène ce poisson-là évidemment à être beaucoup plus cher sur les étals des poissonniers ou dans certaines grandes surfaces. Alors notre poisson, après une petite étude de marché qu'on a fait faire l'année dernière, on sait un peu mieux, on sait à peu près vers où il est destiné. Donc c'est tout de même 3/4 sur la France, 1/4 sur le marché espagnol. Et sur la France, c'est essentiellement la restauration et les poissonneries traditionnelles. Donc on est véritablement sur un produit haut de gamme qui fait le bonheur des restaurants recherchant, disons, un produit original, un produit bien sûr haut de gamme, de ligne. On est sur la ligne à la journée. Dans le monde des produits de la pêche, le poisson de ligne du jour, parce que ce sont des bateaux qui sortent le matin, qui rentrent à partir de midi. Là, vous avez un produit qui est, enfin la photo le montre, un produit qui est très proche de l'état vivant. Contrairement au merlu que vous voyez à 9 fois sur 10 sur les étals, qui est gris, blanc, gris pâle ou gris foncé, mais dans les tons gris, là vous avez un merlu qui est plutôt dans les tons bronze, doré. Certaines personnes considèrent que c'est pas du merlu, c'est pas l'image qu'ils ont du merlu. Mais un merlu frais, un merlu vivant, ça ressemble à ça. Donc vous voyez la petite étiquette que chaque pêcheur adhérent à la démarche met sur le poisson. On appelle ça vulgairement un pins. Vous avez différentes informations sur le pins. J'en ai amené quelques-uns, d'ailleurs je pourrais vous les faire passer. Donc les pêcheurs étiquettent chaque poisson à leur retour, encrier. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des rails d'étiquette qu'on met dans un pistolet pneumatique. Et le pistolet pneumatique fait un pré-trou au niveau de l'opercule, au niveau de la tête du poisson, pour pouvoir mettre la petite fléchette que vous avez là. Si vous voulez les faire passer, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous envoyez sur les étals, vous saurez maintenant d'où ça vient. Oui, et puis pour mériter l'appellation merlu de ligne, il faut qu'il ait maximum 3 Alors il est jours. au maximum 2 jours après la pêche. C'est-à-dire que le poisson, la criée ne fonctionne que du lundi au vendredi, et les pêcheurs pêchent tous les jours bien sûr. Donc le poisson du vendredi ne peut pas avoir l'appellation merlu de ligne de la marque qui est sur l'étiquette. Ce poisson-là n'est pas étiqueté. Le poisson du samedi, du dimanche, qui lui va donc avoir moins de 2 jours au moment de la vente du lundi, lui pourra recevoir l'étiquette. Et les lundis fériés, c'est pareil, là c'est le vendredi, il n'est pas étiqueté, le samedi non plus, pour toujours garder 2 jours maximum au moment de la première vente. Alors ça c'est important, c'est pour garder le côté haut de gamme de ce produit. Bon, c'est vital pour nous. Pourquoi c'est vital? Ça c'est marqué en bas. Tout simplement parce qu'on a à faire face aujourd'hui à une concurrence très très forte de la pêche espagnole, palangrière espagnole. Ce sont donc, c'est le même principe au niveau de la technique. Par contre, ce sont des bateaux beaucoup plus gros qui font des marées, quand je dis des marées, c'est les sorties en mer qui sont de l'ordre de la semaine, voire un peu plus, et qui ramènent un poisson donc d'un aspect un peu moins frais. Mais c'est des productions qui sont sans commune mesure à ce dont je vous ai parlé. Là, on parle d'un peu moins de 200 tonnes. 200 tonnes, c'est parfois ce que vous avez en une seule semaine à la Palangre espagnole, à Passares, le port voisin du Pays Basque. Donc en une seule semaine à Passares, vous pouvez avoir autant que dans l'année à Saint-Jean-de-Luz de merlu de ligne. Alors ça, c'est une concurrence qui nous fait mal parce que cette pêcherie a repris un essor assez considérable ces dernières années en raison d'un retour de la ressource assez spectaculaire. On a parlé de plan de restauration, il y a un certain nombre de mesures sur le merlu très contraignantes pour les pêcheurs. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a porté ses fruits. En tous les cas, on a affaire à beaucoup de ressources au niveau de la fosse de Cap-Breton, mais aussi sur tout l'Atlantique, y compris en mer du Nord, y compris en Ouest-Écosse, dans des zones où il y avait relativement peu de merlu. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de flottilles de pêche, alors petites et grosses, qui s'adonnent à la pêche au merlu. Et vous avez donc un marché qui est relativement riche en apport de merlu. Et notre merlu à nous, eh bien, il est passé en quelques années, pour
vous donner une idée de un peu plus de 8 euros en criée à maintenant autour de 5 euros. Donc il y a quand même eu une baisse pour les pêcheurs assez importante. Assez conséquente. Alors, heureusement, ils pêchent mieux qu'avant, eux aussi. On est sur des productions par jour qui vont, disons, de 80 kg jusqu'à 500 kg par jour. Les pêches de 200-300 kg sont pas rares. Donc en fait, bon, ça reste une activité qui est rentable, mais les pêcheurs sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce que cette baisse du merlu, cette baisse des prix n'a pas l'air de... On n'est pas au bout et j'ai peur qu'on ait encore en 2012 une petite érosion du prix avec des charges. Alors j'ai parlé des charges d'appât, j'aurais pu parler du carburant. Il faut y aller à Cap-Breton, Saint-Jean-de-Luz c'est quand même pas tout près. Il y a quelques heures de bateau avant d'arriver sur les lieux de pêche. Et tout ça c'est en augmentation, donc la baisse des prix, l'augmentation des charges. Les pêcheurs sont inquiets, donc par cette démarche d'étiquetage, par cette démarche de labellisation, nous sommes en train d'asseoir un peu mieux notre merlu de ligne qui est connu, qui a une réputation, mais nous voudrions la développer, encore mieux l'asseoir dans le sud-ouest, mais la développer vers l'extérieur. C'est un peu fait sur Paris, auprès de grands restaurants, mais c'est encore à faire dans d'autres grandes villes qui, elles aussi, ont des grands restaurants qui pourraient être à même d'être intéressés par ce poisson. Donc on est dans une démarche de consolidation de notre marque et une démarche aussi de communication pour mieux faire connaître ce produit haut de gamme et c'est vrai unique sur toute la façade atlantique puisqu'on reste les seuls à pratiquer. Alors c'est pas un miracle qu'on soit les seuls. On est les seuls pourquoi? Parce que des configurations telles que la fosse de Cap-Breton, c'est-à-dire avec des fonds propices au merlu, très près de la côte, donc accessible à des petites unités de pêche, vous l'avez qu'ici. Donc c'est tout à fait... Et ça se pêche toute l'année? Alors les Espagnols ils pêchent déjà sur des bateaux beaucoup plus gros pour la plupart, donc ils peuvent aller beaucoup plus loin, donc retrouver des fonds de 150 mètres mais à des distances parfois de plusieurs jours de route, puisqu'on a des palangriers espagnols qui peuvent pêcher en Ouest-Écosse, en mer du Nord, et vendre leurs poissons en Galice ou à Passares. Ça c'est des choses qui existent. Hein. Alors le poisson ne revient pas forcément par bateau, il revient par camion. Mais c'est des bateaux qui peuvent travailler très loin de leur port d'attache, ce qui n'est pas le cas des nôtres qui rentrent tous les soirs dans leur port d'attache. Pour fixer les esprits, il faut avoir en tête que les bateaux partent en Irlande, ils pêchent, ils déchargent dans les camions, et c'est les camions qui viennent vendre ici, comme si le poisson était pêché sur place. Ouais, c'est ça la réalité. Hein. Ouais, pour les grosses unités, c'est très très courant de voir ce système. Oui. Ils pêchent, les gros bateaux pêchent là où il y a le poisson. Et ils peuvent faire des... vendu alors? Passares, les criers des Asturies, beaucoup aussi. Enfin, les coûts de production sont la Galice. énormes là, dans ce cas. Ah, mais c'est par les volumes qu'ils pêchent. On un camion, oui. avec les mêmes charges. Les mêmes... Mais 30 tonnes de poissons, tu sais, c'est... C'est des bateaux qui font assez régulièrement entre 12 et 25 tonnes par semaine. Du poisson qui va coûter environ en criée, alors c'est très variable, oui, sur la quantité. C'est du poisson qui va coûter entre 2 euros et 3,50 euros en fonction des jours. C'est à l'enchère, donc les cours peuvent varier. Bon, nous, on est quand même sur un poisson qui vaut 2 fois plus cher, mais bon, par les temps de crise, c'est sûr que bon, les gens, c'est un produit qui n'est pas facile à vendre aujourd'hui. Alors en qualité, la différence en qualité, c'est tout d'abord, juste autre chose, juste une question. Pouvez-vous me dire quel est le premier port d'Espagne? De pêche, oui, le port de pêche d'Espagne. Tonnage. Ça dépend, c'est un aéroport? C'est un aéroport. Non, pas Fontarabie. Non, pas Fontarabie. Parce qu'à Fontarabie, il n'y a pas de gros avions. Non, c'est à côté. C'est Vitoria. C'est Vitoria. Le plus gros port d'Espagne, c'est Vitoria. C'est l'aéroport, mais ça veut dire qu'il faut avoir en tête que le poisson, il vient du Chili, il vient d'Argentine, il vient d'Afrique du Sud et compagnie. Entendez, c'est ça le jeu. Hein. Et ça, c'est du frais. Hein. C'est du frais. Hein.
Alors c'est vrai que des pêcheries de merlu, il n'y en a pas que dans le golfe de Gascogne. Il y en a aussi, comme l'a dit Henri, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud. Alors, ce sont des espèces de merlu qui sont proches de celles-ci, mais qui ne sont pas tout à fait la même. Hein. C'est là où je vous parle du merlu d'Atlantique, qui est le Merluccius merluccius en latin. Les autres, Afrique du Sud, c'est Merluccius capensis. Et le merlu d'Afrique du Sud, c'est Merluccius autre chose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à l'étal... Madame Michu, elle ne s'en rend pas compte. Non, mais elle va bientôt s'en rendre compte. Parce que la réglementation va évoluer dans l'étiquetage aux consommateurs. Vous serez mieux informé qu'avant de ce que vous allez voir à l'étal, et ça c'est très bien. Vous aurez le nom latin. Donc vous pourrez reconnaître un merlu d'Atlantique, un merlu d'Afrique du Sud, etc. Ah oui, puis normalement sur le poisson, l'étiquetage de la provenance est obligatoire. Oui, mais elle est mal faite aujourd'hui, alors c'est en train d'être réformé, je ne sais pas par quoi ça va être remplacé, mais vous avez des indications type, nous vous allez voir sur notre métier. Écoutez. En Espagne, la provenance est marquée. Vous allez avoir des grands noms, c'est obligatoire normalement, vous allez avoir Atlantique Nord-Est. Mais Atlantique Nord-Est, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, exactement. Ça veut dire Voilà. Écosse, Ou Code FAO 27. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est Atlantique Nord-Est. Après, bon, je répondrai à toutes les questions, je vais juste finir sur le... Alors, il y a une question sur la différence en qualité. Alors, un poisson du jour, c'est un poisson déjà qui va se garder, qui va avoir une tenue dans le temps, chez vous, dans votre réfrigérateur ou chez le poissonnier, beaucoup plus long qu'un produit qui a déjà 8 jours. Ça, déjà, c'est un produit que vous pouvez acheter et consommer. Vous pouvez acheter, mettons, le mardi, si le marché c'est le mardi, par exemple, et le consommer même le week-end, bien au froid, sous un film étirable, pour pas qu'il sèche. C'est tout à fait faisable. Ensuite, la fermeté. Là, vous allez acheter un poisson qui sera déjà, contrairement à beaucoup de merlus fermes, vous le tenez, il est ferme. C'est un produit à chair délicate, hein. Donc le merlu ferme, c'est déjà un signe de grande fraîcheur parce que beaucoup de merlus que vous pouvez trouver à l'étal sont déjà relativement mous. Donc là vous aurez un produit ferme et ferme relativement longtemps. Ça c'est la différence. Ensuite au niveau de la texture dans l'assiette, bon, vous allez avoir un produit frais, c'est-à-dire une chair qui va bien se détacher, ça ne sera pas de la purée, ça sera pas... Pour ceux qui connaissent le merlu, on n'est jamais déçu, mais ça peut être un produit qui est quand même relativement mou. Sur un produit de ligne du jour, vous n'aurez pas cet inconvénient. Vous aurez aussi une meilleure tenue pour toutes les recettes en filet ou en tranche. Vous allez faire des tranches qui vont se tenir. Ça, c'est pas évident. Sur un merlu tout mou, faites des tranches, c'est vite la catastrophe. Alors les initiatives, j'en ai un peu parlé au fur et à mesure des réponses aux questions que vous m'avez posées. Donc l'identification individuelle prend la forme d'un pins, d'une étiquette individuelle que chaque pêcheur met sur ses productions. Alors on n'utilise pas cette marque n'importe comment non plus, hein, c'est-à-dire qu'elle est adossée à un cahier des charges producteur, qui aujourd'hui rassemble toutes les bonnes règles de bonne conduite du métier de la ligne. C'est-à-dire les poissons sont remontés vivants, les poissons qui pourraient être morts ou qu'on appelle dits noyés, c'est rarissime mais ça arrive, ils ne sont pas étiquetés. Tout se doit correspondre à la qualité extra. Donc au niveau de la classification, de la fraîcheur du poisson, ce merlu de ligne, s'il est étiqueté, il est de qualité extra, obligatoirement. Il n'a pas plus de 2 jours au moment de la première vente en criée, ça c'est important. Les pêcheurs aussi nous signent une charte comme quoi ils acceptent des contrôles. Donc c'est nous aujourd'hui qui faisons les contrôles sous criée. Et on fait appel à un organisme aussi extérieur, une association, l'IMA, qui vient aussi temporairement, occasionnellement, de manière inopinée, contrôler le bon étiquetage des produits et la conformité au cahier des charges. Donc on est en train de développer la communication. Bon, la communication, c'est un domaine qui mérite du professionnalisme, donc des agences de communication qui ne sont pas données. Donc on est en train de rechercher des financements pour pouvoir communiquer encore un peu mieux sur ce produit-là. Aujourd'hui on le fait au travers de manifestations, d'occasions, d'opportunités comme aujourd'hui, comme le Salon de l'Agriculture, on en a parlé, comme la ferme en ville à Bayonne, bientôt une fête du merlu, j'espère, à Saint-Jean-de-Luz.
Mais c'est vrai que ça manque un peu de planification, de programme, de professionnalisme. Ça devrait venir assez vite. Je n'ai plus rien. Je pensais qu'il y avait une dernière... non, il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave. Donc ce que je voulais vous dire aussi dans les perspectives, c'est la dernière diapo. On est en train de compléter le cahier des charges de manière à ce qu'il concerne aussi les autres maillons de la filière. Parce que c'est bien qu'un pêcheur s'impose des règles, qu'il soit contrôlé. On voudrait aussi que l'ensemble des acteurs qui travaillent ce produit aient aussi à respecter un certain nombre de règles de bonne conduite. Par exemple, le travail du poisson, les opérations de conservation, mettre sur papier un certain nombre de critères. Le temps de séjour aussi du poisson dans les mains des différents intermédiaires, tels que les poissonniers ou les marailleurs, ça c'est quelque chose qui mériterait d'être encadré. Donc on est en train de s'y intéresser. On est aussi en train de regarder si on ne pourrait pas associer cette marque collective, cette marque commerciale, privée, à une autre démarche de manière complémentaire. En France, actuellement, il y a beaucoup d'idées qui foisonnent en termes de pêche responsable, en termes d'écolabel. Et c'est vrai que ces métiers-là, de la ligne à Merlu, sont des candidats assez privilégiés pour recevoir un label pêcheur responsable ou un écolabel sur cette pêcherie bien particulière. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Après, bon, je suppose que vous avez des questions sur le rouge en particulier avec cette technique. Et il reste quelques unités qui s'adonnent à cette pratique tous les étés. Vous ne pouvez pas le sortir vivant. Les thons rouges sont sortis vivants. Alors, jusqu'à une taille de 15-20 kg, il est sorti à la main. Alors, c'est bon, celui qui a la canne est aidé par un autre qui tient le bout de la canne avec une poulie. Donc à deux, ils arrivent à sortir des thons jusqu'à 20-25 kg, seuls. Enfin, seuls à deux. 25 kg, c'est défendu. Non, à la canne, c'est autorisé jusqu'à 6,4 kg. Pour les petites flottilles de Saint-Jean-de-Luz, donc les canards de moins de 17 mètres, ils font quasiment tous moins de 17 mètres, sauf un. Mais lui est autorisé à partir de 8 kg. Mais à jusqu'à 6,4 kg, jusqu'à un poids de 6,4 kg, c'est des petits thons comme ça, c'est autorisé. Bon, la moyenne, c'est plutôt... l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de ces petits poissons. On a eu plutôt du 15 à 45 kg. Vous voyez à peu près la gamme de taille. La réglementation est sur la taille, ça les gens ne le savent pas. Elle est différenciée en fonction des métiers. Le thon de ligne, c'est jusqu'à 8 kg. Le thon canne pour les petits canneurs de moins de 17 mètres, jusqu'à 6,4 kg. Et ensuite, les autres métiers à partir de 30 kg. Ça a été fait pour conserver la pêcherie traditionnelle, avec un nombre de bateaux qui est ridiculement bas, puisqu'ici, vous en avez maintenant, on en a fait partir l'année dernière. Pour des raisons de quota, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On n'en a eu que 4 qui ont pratiqué réellement le thon rouge à la canne. Donc c'est 4 unités qui ont fait un volume pas très important. En tout, on a fait 40 et quelques tonnes de thon rouge entre fin juin et septembre. Voilà. Ensuite, il y a d'autres métiers un peu moins spécifiques tels que la bolinche. Donc la bolinche, c'est une scène. Donc les poissons sont encerclés avec un filet à petite maille. Donc les bancs sont détectés avec un sonar. Et là, c'est l'anchois, c'est la sardine. En ce moment, c'est la sardine. Souvent, vous avez entre 5 et 15 tonnes de sardines pêchées avec cette technique-là toutes les nuits. Donc vendues en suivant tous les matins à Saint-Jean-de-Luz. Oui, là c'est pareil, juste une précision, les sardines elles sont pêchées maintenant et pas au mois de juillet. On fait la fête de la sardine parce qu'elle est touriste, Oui. pas parce qu'on les pêche. Ouais, ça c'est important. C'est toujours avant le temps, la sardine. Et comme on fait la fête du thon, parfois souvent trop tôt, on n'a pas commencé à pêcher et souvent les gens ils mangent du thon. Alors, ils disent Saint-Jean-de-Luz c'est le thon, mais c'est pas du thon d'ici. Ça c'est dommage. Donc on est en train de revoir, c'est un peu une des raisons pour laquelle on a beaucoup travaillé pour qu'on fasse la fête du merlu, parce qu'on aurait
une réelle fête sur un produit spécifique qui se pêche aujourd'hui. Moi je ne suis pas là pour vous parler de la pêche à la baleine ou de la pêche à la morue, même si les Basques ont une histoire très très riche en matière maritime, une des plus riches qui soit d'ailleurs je pense en Europe. C'est vraiment un peuple de marins. Mais les pêches aujourd'hui, c'est plus la morue, le thon, les saisons sont décalées, c'est plus pareil qu'avant. Et la sardine, c'est vrai qu'on ne l'a jamais pêché, je ne sais pas si vous savez, on ne l'a jamais pêché l'été, hein, jamais. On a toujours eu ici une sardine d'hiver. Pourquoi? Parce que la sardine fait son circuit migratoire en commençant par le sud et on la pêche nous en janvier, février, voire début mars et ensuite on n'en a plus. Et viennent d'où? Migratoire? Ah bah le long de la côte nord espagnole, oui. Ah, oui. Et elle monte? Elle monte. Alors les Bretons en pêchent aussi un peu en ce moment, mais eux, le gros de leur saison, ça va être l'été. Vous avez des pêches de sardines jusqu'à les îles britanniques, hein, en plein été. Là, vous avez une sardine plus grasse, une sardine qui a mangé tout l'été dans les eaux chaudes, donc elle s'est fait des réserves. Vous avez une chair grasse. La sardine est bien ronde, bien grasse, très adaptée au barbecue. Ici, on va pêcher une sardine qui va être plus. Alors certains aiment, hein, c'est une question de goût, mais c'est surprenant d'avoir une sardine avec une chair plus maigre. On a l'habitude d'un poisson gras, mais la sardine d'ici, elle va être relativement plate, maigre. Et les graisses, la richesse de la chair, au contraire, est passée dans les gonades, enfin dans les œufs, dans la laitance. Les poissons gras, c'est comme ça que leur cycle se fait, hein. Ils ont d'abord les réserves dans la chair, et puis au moment de la reproduction, c'est-à-dire l'hiver, toutes ces réserves passent dans les semences du poisson. Donc là, vous avez une sardine assez pour les régimes, qui est très bien. Si vous voulez faire du barbecue, ça va pas trop couler, ça va rester assez sec. Pour le merlu, Non, le merlu au niveau qualité de chair, ça c'est au contraire c'est un poisson maigre. Vous avez très peu de variations dans les constituants de la chair, dans la richesse de la chair, c'est relativement stable. Mais c'est plutôt quand même un hiver, c'est plutôt la forte saison, c'est encore maintenant quoi. Ah bah c'est sûr, c'est un produit qu'on va avoir plus envie de manger de toute façon l'hiver, hein. C'est un peu comme du cabillaud, les poissons à chair blanche, c'est quand même plutôt des poissons d'hiver. Mais ici, notre principale saison, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai dû oublier ça, de vous le dire. La principale saison, c'est de mars à juillet-août. Voilà, mars-août. C'est pour ça que la fête du merlu, on l'imagine en avril. On aurait pu la faire en mars, mais en mars, la météo, c'est beaucoup plus risqué. En avril, bon, à peu près sûr d'en avoir. On va pas... N'importe quoi. Est-ce qu'il y a des... Oui. Donc en dehors après le mois d'août, il n'y a plus de merlu alors? Alors il y en a toute l'année, mais je vous ai dit le pic de production, le gros quoi. Hein. Bon là il y en a tous les jours. Hein. Là ce que vous allez manger, c'est de la criée d'hier matin. C'est du merlu de ligne. Mais il y a moins de bateaux qui font ça. Il y a moins de quantité, certains font autre chose, et puis il peut y avoir du mauvais temps, donc par contre à partir de mars, là tout le monde y est, les 14 bateaux ils y sont, et là vous pouvez avoir des pêches, si tout le monde fait 300 kg, vous avez 3-4 tonnes à la criée, hein, tous les jours. Hein. Là on est plus sur des criées, en merlu de ligne, on est plutôt sur des criées de entre 800 kg et 1500 kg en ce moment par jour. Voilà. Là, on est plus près des 200 maintenant que des 140. Merlu de ligne, merlu de ligne. Oh ben en merlu, pour ne parler que du... En tout, c'est à peu près 5000 tonnes, un peu moins de 5000 tonnes de poissons, 4000 tonnes de poissons. Ah non, non. Non, on parle d'un millier de tonnes. Milliers de tonnes. Non, par jour, vous avez entre quelques kilos. Quand il fait mauvais, vous pouvez avoir des pas de criées, hein, ça arrive. Hein. Puis vous pouvez avoir les bonnes criées, c'est à partir de 20 tonnes, 40 tonnes, 10 tonnes. C'est ça les criées. Hein. Mais ceux qui vendent directement sur le port, ils font partie de la criée aussi, ils ne sont pas comptés. Ah bah, la criée, pour eux, c'est un outil de vente. Hein. Chacun est libre de vendre à la criée ou non. Donc c'est des bateaux qui effectivement vendent une partie de leur production en criée, une autre partie à l'étal. Donc ils savent... Cap-Breton fait pareil, Bayonne aussi, hein, donc gardent une partie pour la table, ils essayent d'avoir un étal assez joli avec de la variété, du joli poisson, et puis bon, c'est sûr quand on fait 500 kg dans la journée, on ne va pas vendre 500 kg au consommateur, donc il y a une partie qui va à la criée.
Et la particularité de la vente à côté Cibourg, c'est qu'elle est gérée par la criée. La vente à la table est gérée par la criée. Alors, où À Saint-Jean. vont tous ces poissons? Quels sont les clients? Comment se répartissent un peu les Il y avait- restaurateurs, le local? Ça va, non, les sur criées, ça va sur les grandes chaînes? Ça va où? Les criées, enfin la réglementation sur les criées, ce sont des halles à marée en gros, de gros, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir de restaurateurs. Vous avez des poissonniers, vous avez des marailleurs, c'est-à-dire des grossistes. Les régionaux ou nationaux? Alors c'est quand même plutôt des marailleurs locaux, poissonniers locaux également. Hein. C'est l'essentiel. Non, mais c'est des marieurs locaux qui vendent au national. Voilà, de toute Une façon. boîte comme Dima, elle achète sur la criée, mais elle le vend à Paris. On a une idée de ce qui reste sur un plan régional et ce qui va sur un plan national? Alors l'idée c'est qu'il y a en grosso modo, en fonction des espèces c'est différent, mais à la louche vous avez tout de même environ 70% des produits qui très vite vont sur le marché espagnol. On est frontalier, on est proche d'un des plus gros marchés de consommation du poisson en Europe, c'est même le plus gros marché. C'est les plus gros pêcheurs, mais c'est aussi les plus gros consommateurs en Europe. Donc forcément, ça tire énormément les produits locaux vers l'Espagne. C'est vrai aussi à Arcachon, c'est vrai aussi en Bretagne, mais évidemment un peu moindre plus on monte vers le nord. Mais cette part est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on était plus proche des 80% il y a quelques années. C'est-à-dire que le marché français absorbe de plus en plus. Alors c'est une conséquence de la crise des pays du Sud, en particulier en Espagne, qui a fait que ce marché quand même tire un peu moins qu'avant nos produits, les produits de Saint-Jean-de-Luz. C'est sûr que l'Espagne est dans l'échelle des pays en crise. C'est assez noir ce qui se passe et ça se ressent. Ouais, ça se ressent. Alors c'est les mangeurs de poissons, hein, donc ça se ressent quand même moins qu'un autre pays qui serait moins porté sur le poisson. On a quand même cette chance. L'Espagnol il continue à se faire plaisir. Ça fait partie de la culture le poisson, donc on a quand même une crise dont les effets sont quand même assez peu importants. Mais du coup ça a redonné une chance sur le marché français, où notre merlu d'ailleurs, merlu de ligne, a gagné des parts de marché ces dernières années de manière assez importante. Enfin, les marailleurs nous disent avoir conquis un certain nombre de marchés, notamment restauration haut de gamme, avec ce produit-là, qui avant était destiné plus à des grandes tables espagnoles, San Sébastien et autres. Donc ça, c'est quand même pas mal de rééquilibrer un petit peu entre le marché sud-ouest France, voire national, et l'Espagne. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Le merlu se pêche au filet? Ah oui, le merlu se pêche à peu près avec tous les engins, sauf peut-être la bolinche, le filet tournant qui est plutôt un filet approprié pour les poissons bleus, c'est-à-dire les poissons bleus, c'est les poissons pélagiques, hein, donc enfin les anchois, la sardine, le maquereau, le chinchard. Mais on pêche le merlu au filet, à la ligne, palangue, hein, ce que je vous ai montré, au chalut. Alors ça donne des produits qui ont d'aspect complètement différent. Hein. Vous avez un merlu de chalut va être écaillé, il va être gratté, hein, parce que les écailles du merlu sont très fragiles, hein, ça s'écaille en 3 fois rien. Donc vous avez un poisson qui, bon, au niveau de la chair, qui peut être relativement de bonne qualité, mais écaillé, donc un produit qui va être gris, argenté gris. Un merlu de filet, par contre, lui, va ressembler un petit peu au merlu de ligne, mais avoir des marques de filet. Donc il va être par endroits, ses écailles auront disparu. Et puis vous avez le merlu de ligne, où là, surtout le merlu du jour, de ligne, qui va être dans un état très proche de l'état vivant. Toutes ces écailles, les yeux bien rebondis, pas une marque. Donc ça se pêche effectivement un peu avec toutes les techniques. D'ailleurs au niveau national, c'est quand même, j'ai plus les chiffres en tête, mais on doit pêcher en France autour de 15 ou 20 000 tonnes de merlu. Hein. Et la ligne du jour pèse 200 tonnes. Donc là vous êtes vraiment La niche. dans la toute petite niche, dans le haut de gamme, mais en termes de production très très faible. Il y a le filet, encore, qu'est-ce que vous voulez dire, non? Oui, et les quotas de pêche pour le merlu. Le chalut. Il en reste où? Alors les quotas sont définis par l'Union européenne et sont répartis par pays. Donc chaque pays reçoit sa part de quotas de merlu, de quotas de baudroie, de quotas d'anchois,
selon une clé qui a été fixée dans les années, fin des années 70 et qui est, on appelle ça une clé, la stabilité relative. C'est-à-dire que la clé de partage des quotas européens entre les pays de l'Union européenne, elle est fixe. Chacun reçoit sa part, sa même part tous les ans. Le quota européen s'appelle un TAC, un total admissible de capture, et donc on applique cette clé tous les ans pour fin décembre, c'est en mois de décembre que ça se décide. On répartit les quotas par pays. Ensuite, chaque pays décide de sa propre gestion. En France, la gestion qui a été adoptée, c'est de confier aux organisations de producteurs la gestion de ces quotas-là. Ça veut dire que le quota national est réparti entre OP, entre organisations de producteurs. Alors cette clé, par contre, c'est une clé qui est fixée sur des années qui peuvent changer. Ça, c'est l'État qui le décide. Et aujourd'hui, on est sur les années 2001, 2002, 2003 pour la plupart des stocks de poissons. Donc en fait, on regarde le poids de chaque OP en 2001, 2002, 2003 et ça nous donne une clé de répartition. Donc alors ça a des effets pervers et assez compliqués pour nous parce qu'on reçoit en fait au début d'année ce qu'on pêchait il y a 10 ans. Donc on est obligé donc, de compenser si les métiers ont bougé, si les besoins sont différents, on compense par des échanges entre organisations de producteurs. Donc on peut être amené à échanger par exemple, je vous dis, ça c'est un exemple, 10 tonnes de merlu contre 10 tonnes de baudroie. On fait un certain nombre d'échanges, de plus en plus nombreux à cause de cette clé qui est basée sur des années qui sont devenues très anciennes. Donc nous on est partisans comme d'autres OP à faire bouger ces clés vers des années plus récentes pour qu'au moins les OP aient en début d'année des quotas initiaux proches de leurs besoins réels d'actualité, quoi. Alors c'est sûr que les grosses OP s'en foutent un peu, parce que les grosses OP, elles ont un peu de tout. C'est des grandes masses, comprennent les années récentes ou les années anciennes, ça joue pas tellement. Mais les petites OP comme nous, relativement régionales, avec des adaptations d'année en année, des fluctuations de la ressource, des métiers qui sans arrêt, les métiers du merlu, certains vont faire du bar, certains vont... Bon, c'est en perpétuelle évolution. La ressource localement peut évoluer en fonction de la météo, en fonction des courants. Donc il faut sans arrêt innover, sans arrêt s'adapter. Et c'est vrai, avoir cette clé figée sur les années anciennes, pour nous, c'est pas facile. Alors avant le système qu'on avait, avant 2006, on avait des années qui bougeaient. Ça bougeait d'un an tous les ans. Ça restait un groupe de 3 années, mais ça glissait. Donc on avait toujours à peu près ce dont on avait besoin. Mais là, au Palingre, il n'y a que des merlus qui sont attrapés ou il y a d'autres poissons? Oui, avec cette technique-là, avec les petites sardines, c'est des sardines qui font, vous en avez à peu près 35 ou 40 au kilo, c'est plutôt des petites sardines. Là, vous attrapez que du merlu. Alors, il y a quelques petits requins, il y a des petits requins de fond, qui sont rejetés vivants. Vous avez ce qu'on appelle la mostelle, physis ou liche, ils appellent ça, loche, pardon. Ça, ils en prennent aussi quelques-unes, mais c'est à 98% du merlu. C'est sélectif, mais d'une manière assez... C'est vivant, si on peut le rejeter, c'est pas mal aussi. Ouais, alors tous les poissons sont... Alors j'avais un film, mais qui passe pas, dommage, j'avais prévu de finir là-dessus. Donc on voit effectivement tous les poissons vivants et qui peuvent être, en fonction de leur intérêt commercial, en fonction de leur taille, peuvent être rejetés. Alors il y a une taille de merlu, une taille légale qui est de 27 cm, mais avec cette technique-là, vu la taille des sardines et vu les profondeurs, on prend quand même du merlu qui fait, disons, les plus petits font autour de 500 grammes, 400 grammes, vraiment les petits, il n'y a pas en dessous, on est au-delà des 27 cm. Et la moyenne du poisson, c'est entre 1,2 kg et 2,5 kg. Là, vous aurez dans vos assiettes du merlu entre 2 et 3 kg, donc déjà du merlu, déjà du joli merlu. Il y a des pièces qui peuvent atteindre 5-6 kg. Hein. On voit en crier du poisson, des gros poissons. Hein. Le merlu peut atteindre une dizaine de kilos, je crois, dans la littérature. On n'en voit pas beaucoup, mais... Ouais. Oui, le gros, on est plutôt dans les... En crier dans les 15 euros, 12, 15 euros. Oui, 6 kilos, 15 euros. Ah oui. Et le M3, c'est le moins cher. Bah, le plus c'est petit, moins c'est cher. Voilà, là, les poissons d'1,2 kg, 1,2 kg, 1,8 kg, ça correspond au gros de la pêche. C'est le prix que je vous ai donné là. Ouais, voilà. Mais après ça monte, ça peut monter vite. Après ça dépend
Là en ce moment on a une période où le poisson est peu cher parce qu'on est en fin de mois, ça c'est classique, on sait hein, la fin du mois de janvier c'est un des pires moments pour vendre le poisson parce qu'on est en période de solde, en période d'après-fête, en période de relativement bonne pêche aussi, surtout quand il fait beau comme en ce moment. Donc on a, si vous voulez, une adéquation entre la demande et l'offre. Ça c'est... Par Tambo, il n'y a plus de pêche pas. C'est-à-dire les bateaux sortent, les petits peuvent sortir, les gros bien sûr, ils sortent déjà toute l'année, et puis c'est plus facile de travailler quand il fait beau, même quand on est un gros bateau. Donc c'est vrai qu'on a... la météo est un élément important dans les apports de poissons. Hein. Il y en a qui ont essayé de faire du merlu d'élevage ou... Non, ça par contre, c'est un poisson à croissance assez lente. Hein. Alors les produits d'élevage, ce sont plutôt les bons candidats à l'élevage sont toujours, jusqu'à maintenant, quelques exceptions, parce qu'on commence à parler de sol d'élevage, mais en général, c'est des poissons qui grossissent très vite. Parce que quand vous investissez dans un élevage, s'il faut attendre 3-4 ans pour commencer à vendre du poisson, c'est long, à moins que ce soit du poisson très très cher. Bon, le caviar, oui, on peut faire. Mais du merlu, bon, si c'est pour vendre à 5-6 euros, surtout si c'est 5-6 euros du poisson de ligne, de pêche sauvage, du poisson d'élevage, ça ne serait pas ces prix-là, on serait en dessous. Donc ça n'a pas de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, après, on ne sait jamais, hein, vous savez, c'est... Si on mange du merlu, on dit... Bonne question. Moi, je vous dirais 5-6 ans, à peu près, un ordre de grandeur. Ouais. Ouais. Ah, c'est... Il faut quand même du temps. Hein. Lorsqu'un quota est atteint, si dans les filets on ramène cette variété dont le quota est atteint, qu'est-ce qu'on en fait du poisson? Malheureusement, on est obligé de le rejeter. Donc en fait, les pêcheurs font autre chose, parce qu'il n'y a aucun intérêt de rejeter du poisson. Donc ils changent de zone de pêche, ils changent de technique de pêche. Mais par mégarde, on peut très bien prendre quand même l'espèce et on la rejette. Alors c'est l'effet pervers des quotas. Il y a les bienfaits, il y a les effets pervers, mais il n'y a pas de solution miracle. S'il n'y avait pas de quotas, ça serait pire. C'est un élément de régulation qui, quand il est respecté, est tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que quand on pêche, il faut rejeter. Dès lors que le quota est fermé, la capture, le débarquement, la détention à bord du poisson est interdite. En France. En Europe. J'en ai pas parlé, vous posez la question, donc je peux vous en parler. En Espagne, on reste avec une gestion des quotas un peu à l'ancienne, c'est-à-dire en fonction de la politique locale, les quotas sont plus ou moins respectés. Alors il y a des choses qui ont évolué, tout n'est plus mauvais dans la gestion espagnole, on a des pêcheries qui sont beaucoup mieux gérées qu'avant, le maquereau depuis 2 ans est beaucoup mieux géré. D'ailleurs ici on a eu un regain d'intérêt pour ce poisson parce qu'on a eu des prix qui depuis la fermeture, depuis la bonne gestion espagnole, on a des prix qui sont nettement à la hausse. Hein. C'est un poisson qu'on vend à peu près 2 à 3 fois plus cher qu'avant depuis que l'Espagne a respecté ses quotas de maquereau. Donc on voit qu'être voisin d'un pays très pêcheur, très consommateur c'est bien, très pêcheur c'est une concurrence. Et quand cette concurrence est déloyale par la mauvaise application des règles communautaires, c'est sûr qu'en étant frontalier, nous, là, on est en grande difficulté. Alors on espère que ça viendra sur le merlu, parce que sur le merlu, malheureusement, on a avec le retour de la ressource, la mauvaise gestion espagnole, on a un regain d'activité de pêche sur le merlu qui fait que le marché est complètement engorgé de merlu, et on assiste à une érosion des prix, même sur notre produit haut de gamme, qui est sensible. Mais c'est vrai que la gestion des quotas de merlu en Espagne n'est pas efficace. Pourtant, ils ont mis en place un système que certains défendent, hein, le quota individuel. En Espagne, vous avez des quotas individuels transférables, monnayables. Vous pouvez les louer, vous pouvez les vendre, aucun problème, mais ce n'est pas respecté. Donc vous avez des armateurs qui ont vendu leurs quotas, mais qui pêchent quand même. Alors en France, on a un système moins individualisé, qui préserve un peu mieux la pêche artisanale, c'est tout du moins mon avis. Parce que s'ils étaient individuels, monnayables, on aurait facilement des grosses sociétés qui achèteraient le port de Saint-Jean-de-Luz ou une grande surface, un fonds de pension américain, peu importe, ou chinois, qui feraient de la spéculation sur les quotas de merlu. C'est tout à fait envisageable. Bon, en France, c'est pas possible pour l'instant. Les quotas sont collectifs, ils sont gérés
par les organisations de producteurs. Par contre, les organisations de producteurs peuvent définir, pour bien gérer leur quota, des limites de capture par bateau. Nous, on a comme adhérents, on a certains adhérents qui ne sont pas tous des ligneurs à merlu, c'est 14 bateaux. On a aussi des gros bateaux qui pêchent du merlu, qui contribuent au quota collectif de l'OP, et à qui on fixe des limites annuelles et qu'on surveille. Alors on surveille de différentes façons. On surveille avec les ventes, c'est-à-dire on collecte les ventes de ces bateaux-là dans les différentes criées, et on collecte un élément important, c'est le journal de bord du bateau. Chaque bateau de l'Union européenne a à remplir une déclaration de capture, c'est un journal de bord là, qui est maintenant électronique. Et ça, c'est la première chose que tout contrôleur va contrôler. Et nous, on récupère ça. Donc on a les ventes d'un côté, les captures de l'autre. Bon, les deux doivent correspondre évidemment. Si ça ne correspond pas, on va tirer l'oreille de l'armateur qui ne nous a pas rendu ses fiches. Et nous, on suit ça au jour le jour. Pour 40, je vous ai dit 48 quotas annuels différents. Bon, sur le merlu, il y en a déjà 4 en fonction des zones de pêche. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie.